Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. Alors pour cette nouvelle quotidienne, je vous propose d'aller à Bourail assister donc aux journées de défense et de la citoyenneté. Donc on en parle avec Christophe Chalier dans notre rubrique C'est citoyen. Ensuite pour notre rubrique C'est sport, je vous propose de parler de skateboard, donc détail avec Jamie Waimo. Et enfin pour notre rubrique Grandeur Nature, aujourd'hui on va parler du béton de terre. Donc on en parle avec Camille Mouni. Mais tout de suite je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui Catherine Cattelan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheuse en histoire et aujourd'hui, on va parler de la parution d'un livre donc, sur la toute première carte de la Nouvelle-Calédonie. Alors, d'où est venue l'idée justement de faire ce livre? C'est parti d'une rencontre sur Internet du co-auteur du livre. Nous sommes une association, une mémoriam, qui est spécialisée dans la recherche historique et patrimoniale. Et donc, nous faisons des recherches tous les ans pour le mois du patrimoine. Et donc, en 2013, on cherchait des hommes qui avaient participé à la construction de la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle. Donc, on cherchait des noms de personnes qui avaient construit des ponts, tracé les routes, construit les bâtiments. Et sur une carte, dans un coin d'une carte, on a trouvé ce nom de Destel qu'on a noté. On l'a ensuite recherché sur Internet et on a trouvé le site de Jean-Pierre Destel qui était en grande partie consacré à son arrière-grand-père. Et nous l'avons contacté et là est né le début de notre aventure. Il nous a confié qu'il avait conservé, sa famille avait conservé depuis le 19e siècle les carnets de voyage de son grand-père. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait justement dans ce carnet de voyage qui est finalement un trésor pour vous, puisque vous avez justement, ça vous a permis d'écrire ce livre? Oui, et puis c'est une source inédite qui n'est pas du tout connue en Nouvelle-Calédonie. Donc, Émile Destel, il participé à une mission topographique qui avait été créée en 1879 pour faire la première carte complète de la Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que jusque-là, il n'y avait que des cartes côtières qui servaient pour les marins. Il n'y avait aucune carte de l'intérieur. Et il s'était rendu compte, avec la révolte kanak de 1878, que les militaires avaient eu beaucoup de difficultés à l'intérieur des terres parce qu'ils ne connaissaient pas l'intérieur du pays. Donc il était urgent de faire une carte. Donc on a constitué cette mission qui était formée de 3 brigades, avec à la tête chacune 2 officiers, et Émile Destel était l'un de ces officiers. D'accord. Il a donc fait des expéditions. Lui, il était chargé du sud de la Nouvelle-Calédonie. Il a fait des expéditions pour faire des relevés topographiques, pour faire la carte ensuite. Voilà, donc la mission topographique est composée de plusieurs personnes qu'on peut voir justement à la photo, donc sur l'écran. Ils ont mis combien de temps justement pour tracer cette carte? Ça a duré très longtemps, ça a duré 7 ans. Parce qu'il y a eu des interruptions, et puis bon, c'était un travail très fastidieux parce qu'ils étaient en terrain inconnu. Et c'était très dur pour eux. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert de particulier dans ces écrits? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui nous a marqué, c'est son regard très humaniste. Il était très loin des clichés coloniaux de l'époque. Il n'avait pas de préjugés. Il était très respectueux et très curieux envers les gens qu'il rencontrait. Et donc, dans ses écrits, est-ce qu'il a rencontré des gens qui l'ont marqué également? Il a rencontré des chefs, il a séjourné dans des tribus. Et au niveau du contenu de ce livre, qu'est-ce qu'il y a également dessus? Alors, donc, on a 3 carnets. Un carnet qui concerne ses relevés dans la région du sud de la Nouvelle-Calédonie, la région de Yaté, bien avant le barrage, donc c'était une région de grands lacs. Ensuite, il est grimpé sur le mont Mou et sur le mont Humboldt pour faire des relevés. Donc, c'était très dur, la montée. Et sur la région de Canala. Donc, il a traversé la chaîne. Ils étaient à pied sur les sentiers coutumiers. C'était vraiment une belle expédition. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter comme différence qu'il y a par rapport aux cartes d'aujourd'hui? Parce qu'on sait que maintenant, c'est très, très, très précis. Mais donc, dans les années 1800, on va dire qu'on dessine les premières cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a les différences? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? D'abord, ils partaient à pied avec leurs instruments. Ils relevaient Au niveau de la carte, précisément,
Au niveau de la carte, elle a été dessinée à la main, donc en couleur. C'est un très bel ouvrage. C'est Émile Destel qui l'a dessiné d'ailleurs, parce que lui, dans sa retraite, il sera un peintre amateur il fera des très beaux tableaux. Alors, dans ce livre, vous étiez combien d'auteurs, combien de chercheurs justement Alors, chez In Memoriam, on était 2, Stéphane Panot et moi, et Jean-Pierre Destel. C'est lui qui a retranscrit les carnets. Et pour justement faire ce livre, vous avez eu que les écrits de... Voilà. D'abord, on a fait nous-mêmes tout le montage du livre à partir de ces carnets. On a ajouté des photos qu'on a été chercher aux archives, des photos d'époque, des lieux qu'il a traversés, ainsi que des textes d'auteurs différents. D'un autre style, on avait un communard anarchiste, alors complètement différent du militaire catholique qui était Émile Destel. On avait un ingénieur des télégraphes, un géographe, un médecin. Donc c'était des personnages différents qui ont traversé les mêmes lieux à la même époque. Pour ceux qui veulent justement se procurer ce livre et avoir ce livre dans leur bibliothèque, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Alors vous pouvez nous contacter à notre adresse in.memoriam@lagoon.nc ou bien le commander chez l'Harmattan. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un petit message à passer pour que, justement, les Calédoniens se le procurent? D'abord, je tenais à remercier Madame Hélène Colombani, qui est la directrice de la collection des lettres du Pacifique, des éditions l'Harmattan, à qui on a demandé de publier, d'éditer le livre, et qui a bien voulu accepter. On lui est très reconnaissant. D'accord. Et un petit message aux Calédoniens pour ce livre? Pour ce livre, c'est un formidable livre d'aventure. Émile Destel, dans ses carnets, il décrit tout ce qui leur est arrivé sur ces sentiers de Nouvelle-Calédonie. Donc tous les incidents qu'ils ont subis, comme un cyclone sur le mont Mou, les chemins qui étaient très durs. Et lui, il a failli se noyer, des soldats se sont blessés, ils ont manqué de vivres, d'eau. Donc c'est passionnant. Voilà, donc une histoire d'aventure. Et puis il a risqué sa vie pour faire la toute première carte. Donc n'hésitez pas à avoir ce livre dans votre bibliothèque. Donc merci Catherine d'être venue répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Et tout de suite, l'agenda du pays avec Falahi. Bonjour, alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Salut Elise, bonjour à tous. Alors on commence de suite avec des avis de coupure émis par Enercal pour des raisons d'entretien du réseau haute tension. Bon, c'est pas une très bonne nouvelle, mais au moins tout fonctionne correctement après. Voilà, tout à fait, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors comme on dit, alors ces coupures justement concernent plusieurs communes. On commence par celle de Vaud. Oui, la commune de Vaud, avec plus précisément la route de Thiéta, à partir de la Padoie de chez Perchard, la tribu de Thiéta, sera privée de courant demain, jeudi 7 mai, de 9h à 16h. Et on continue avec la commune de Ponéré. Et plus précisément pour la Tchamba, pour la vallée de la Tchamba, rive droite, tribu de Tchamba et l'îlot Tchamba, où le courant sera coupé demain, jeudi 7 mai, de 8h à 15h30. Et comme cette commune est grande, on parle toujours des tribus de la commune de Ponéré. Oui, mais cette fois-ci, alors ça concerne les tribus de Grandu, Gopéane et Aouta, l'embouchure, Tiakan, Tchamba, Magasin-la-Lue et ses environs. Donc cette coupure aura lieu toujours demain, jeudi 7 mai, de 8h à 15h, en sachant que le courant pourrait être rétabli sans autre préavis avant l'heure prévue. Allez, on quitte la province nord pour le sud avec quelques rendez-vous culturels. Oui, avec une exposition de culture avec la galerie Artebello, expo signée Douglas Hazelton et intitulée De cuivre et d'écailles. Alors Douglas Hazelton travaille aujourd'hui essentiellement le cuivre qu'il récupère en partie sur les vieilles épaves. Ces cultures travaillées en patine et de teinte irisée de l'océan nous plongent dans le monde sous-marin. Et cette expo est visible à partir d'aujourd'hui, mercredi 6 mai, et ce jusqu'au 26 mai. Alors un contact peut-être? Oui, vous pouvez appeler le 53 32 42 ou aller directement sur leur site. Alors c'est www.douglas-hazelton.com.
Voilà, et pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu la chance de voir ces différentes expositions, dépêchez-vous, vous avez jusqu'à demain à la galerie L'Éclectique. Je vais y arriver. Oui, tout à fait, vous avez jusqu'à demain, jeudi 7 mai, pour apprécier la quarantaine d'œuvres graphiques réalisées par 15 artistes espagnols célèbres du XXe siècle. Alors vous retrouverez des lithographies abstraites de Miros ou de Tapies, les natures mortes de Garcia Ponce et d'Isabelle Basse, et bien d'autres artistes tout aussi talentueux. Voilà une exposition éclectique à ne pas manquer. Voilà, et cette galerie est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h30, c'est ça hein? Oui, et vous pouvez toujours appeler au 82 56 01 pour plus d'informations. Voilà, et on finit avec la médiathèque de Rivière-Salée qui propose une animation un peu particulière. Oui, très particulière parce qu'elle s'adresse uniquement à un public handicapé. Alors cette animation s'appelle « Et si en partager » et elle existe déjà depuis 2008. Alors c'est quoi le but? C'est de favoriser la communication, l'échange et l'ouverture sur le monde au public handicapé par le biais d'oralité, mais aussi par une offre culturelle diversifiée. On parle de spectacles, de marionnettes, de contes, de musique et tout ça. Donc voilà, c'est un travail remarquable que propose l'équipe en charge de cette animation qui en plus marche très très bien. Alors est-ce qu'on peut donner les dates et les contacts? Oui, alors oui, bien sûr. Alors Et si en partager a lieu tous les premiers et quatrièmes jeudis du mois. Alors pour plus d'informations, il faut contacter Madame Florence Gallo au 41 54 02. Voilà, très gentil. Merci le Falaï et on te retrouve demain pour l'agenda du pays. Au plaisir Élise, à demain. Allez, on retrouve notre ami Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, dans Ce Sport aujourd'hui, il sera question de skateboard. Bonjour Elise et bonjour à tous. Donc on parle de skateboard et on débute Elise avec cette information. Un skater français qui s'est fixé comme objectif de faire le tour du monde en skateboard. Parcourir le monde serait le terme exact pour décrire les intentions de ce mordu de planche à roulettes. Romain Bessière, il a 28 ans, qui est actuellement en Écosse. Donc ce Français d'origine normande n'est pas à son premier coup d'essai, loin s'en faut. États-Unis, Chine, Sénégal, Japon, Espagne, Romain Bessière et son skateboard cumulent déjà plus de 14 000 km de route. Donc découvrir le monde sur des roulettes, c'est son objectif et je dirais que c'est un bon petit délire ça. Alors, est-ce que c'est une discipline qui souffre du manque de médiatisation? Alors rien que pour cette information, Élise, nombreux sont les médias français donc, qui l'ont relayé sur le net. On se rend compte que c'est une discipline qui ne manque pas de visibilité. Et d'ailleurs, plusieurs événements sont organisés un peu partout dans le monde à l'égard de ces, entre guillemets, sports de rue. Comme à Tahiti, par exemple, chaque année, le 11 avril, se déroule le Tahiti Iti Jam Contest. Donc, c'est une manifestation qui vise à développer les sports de ride tels que le BMX, le mountain bike, les trottinettes et bien entendu le skateboard. Donc pour résumer, le skateboard est une discipline qui ne souffre d'aucun manque de popularité. Alors qu'est-ce qui fait que le skateboard, plus que le BMX ou la trottinette, a su justement rapidement se populariser? Le style skater a joué un rôle important dans la démocratisation de la discipline. Le style skater, c'est quoi? Eh bien, premièrement, ce sont les vêtements, donc ample influence hip-hop. Donc la préférence est ainsi donnée aux t-shirts longs et aux pantalons baggy, style que l'on qualifiera de big pants, small wheels. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre. Et avec les chaussures aussi de skate qui sont très particulières. Voilà, en effet, conçu à l'origine, Elise, donc pour tenir au mieux sur un skateboard avec des lacets épais, avec une semelle plus fine, privilégiant la sensibilité pour permettre aux skateurs de réaliser des figures qui sont de plus en plus techniques. Donc des vêtements conçus pour les skateurs, mais il y a également la musique qui suit avec, je dirais, le petit délire skate. Donc en général, c'est le plus souvent, les skateurs écoutent du rap. Donc voilà, c'est un véritable style qui s'est construit autour de cette discipline. Certains se demandent si le skate, c'est un sport et d'autres parlent d'un art. Donc est-ce un sport ou un art? Je dirais que la réponse vous appartient, mais tout de suite, sans plus tarder, je vous propose que l'on aille à la rencontre d'un rider du pays. Yo, get it. You ready, my real? You know I'm ready, baby. Okay.
skater en Calédonie depuis plus de 10 ans. Sainte-Marie est un des premiers endroits où j'ai appris à faire du skateboard. Et au fil du temps, on a eu la chance d'avoir une deuxième infrastructure qui s'est montée sur Koutio. Et après, on a eu Tina, c'est la dernière. Donc ça nous fait quand même 3 bons parcs dans le Grand Nouméa pour pouvoir s'amuser. Et c'est super génial pour l'accessibilité des jeunes des quartiers qui ne peuvent pas forcément se déplacer comme ils sont en vélo ou en skate pour se rapprocher d'un parc. Du fait qu'il y ait de plus en plus de skateurs sur le territoire, on a plus d'infrastructures, c'est-à-dire des skateparks, des magasins qui sont un peu plus éparpillés sur le territoire, bien sûr concentrés sur le Grand Nouméa, mais aussi sur l'extérieur. Et de plus, il y a une association qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Glisse Urbaine. Et donc, grâce à eux, on organise 2 à 3 contests à l'année, ce qui permet de regrouper les jeunes, de se retrouver. Et donc, ça permet aussi de voir l'évolution de chaque rider au fil du temps. Alors pour le skate, c'est comme le code de la route, il y a des priorités. On regarde à droite, à gauche avant de pouvoir traverser la route ou quoi que ce soit. Donc voilà, on est sur le terrain. Je vais vouloir me lancer, j'attends que tout le monde ait fini sa balade. Alors celui qui s'engage a la priorité. Si quelqu'un s'engage après lui et se trouve sur sa route, doit impérativement lui laisser le passage. Après, bien sûr, c'est à ceux qui ont plus d'expérience d'expliquer aux jeunes comment ça marche. Bon bah donc voilà, je vais laisser tout le monde passer, on va voir comment ça va se finir. Là, je regarde à gauche, à droite, je vois personne. Ah si, à droite ça part, voilà. Yes. Alors le skate est un loisir, mais pour que ça reste un loisir, il faut suivre les normes de sécurité, faire attention parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure, d'un accident. Et on se déplace à des vitesses assez rapides, donc on n'est jamais à l'abri d'un petit pépin. Alors je vais vous montrer la figure la plus basique en skateboard, c'est le ollie. C'est la première chose qu'on apprend au skateboard. Voilà. Donc comme le ollie est la base du skateboard, elle nous permet d'accéder à énormément de figures différentes. Donc on va venir à la première que tout le monde connaît, c'est le flip. Ça part du ollie, on saute et on fait tourner la planche. Alors on a une autre figure qui s'appelle le slide. On part d'un ollie pour atterrir sur une rambarde pour glisser dessus. Donc après on a plusieurs manières de glisser sur la barre, avec la planche ou avec les trucks, ce qui nous permet de rouler. King of the ghetto, what they call me, cause I rule this bitch. I'm about business, I don't participate in foolishness. But every now and then somebody wanna get the tripping with me. That's when I get stupid and them gorilla niggas be with me. But I'd rather be running up in something where it's slippery. Waiting on the nigga. Alors donc on en vient au R. Comme je vous disais tout à l'heure, on part d'un appel et on arrive sur une réception. Donc c'est-à-dire partir d'un tremplin et atterrir sur un autre tremplin. Démonstration. Alors ce qu'il y a de sympa dans le skate, c'est au niveau de la moyenne d'âge, c'est qu'il n'y en a pas en fait. On peut très bien tomber sur un petit jeune de 10 ans qui sera ridé comme un grand et un gars de 30 et quelques années qui apprend à en faire. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et aussi pour tout type de sport comme le vélo, la trottinette, le roller. Et tout ce beau monde réuni dans un seul endroit, ce qui fait ce petit côté convivial et famille. Alors pour ce qui est des mesures de sécurité, je parle surtout pour les novices, ceux qui commencent. Quand on n'a pas l'habitude de tomber, il faut absolument avoir des protections. Donc la base c'est le casque, les protège-mains et protège-coudes. On pense aux genoux, on met un gros pantalon ou des genouillères si on se sent bien.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les règles de sécurité sont les mêmes pour tous. Vélo, roller, skateboard, trottinette. Donc pour ça, on arrive plus ou moins à s'entendre et c'est ce qui nous aide à faire attention les uns les autres. Alors en termes de formation et d'encadrement, qu'est-ce qui est fait? Alors, l'association des skateurs du pays a monté de nombreux projets de formation, notamment le dernier en date est sur Point Bout avec la nouvelle rampe qui est devenue le lieu de rendez-vous de plusieurs jeunes âgés de 6 ans, donc initiés, formés pour attirer de plus en plus d'adeptes pour ce sport urbain dans l'air du temps. C'est vraiment le leitmotiv de cette association et peut-être que l'on aura dans les prochains jours, dans les prochains mois, une belle petite battle entre les riders du Sud et les riders du Nord. Donc un mini championnat, une mini compétition. C'est vraiment l'objectif, le nouvel objectif pour cette année de cette association. L'association qui fait en sorte qu'il y ait chaque jour des jeunes qui se forment, mais également des personnes qui puissent les encadrer dans de bonnes conditions. Les infrastructures sont là, il n'y a plus qu'à les former avec des beaux encadrants. Voilà tout. Merci Jamie, et puis je te retrouve avec ton skateboard du côté de Point Bout. On fait comme ça avec les chaussures et les lacets qui vont avec. Merci à tous. Allez, on retrouve Christophe Chalier pour notre rubrique C'est citoyen. Bonjour Christophe, alors tu nous parles de quoi aujourd'hui dans ta rubrique C'est citoyen? Bonjour Élise, bonjour à tous. Je vais vous parler de la défense nationale et plus précisément des actions entreprises par l'État pour sensibiliser les jeunes à la défense nationale et à la citoyenneté. Et je crois que c'est l'armée qui intervient, c'est ça? Plus précisément, le centre du service national. Mais l'école et la mairie jouent également un rôle. En premier lieu, au collège et au lycée, les enseignants prévus donnent du sens au devoir de défense de chaque citoyen français. Ces enseignements s'effectuent par le biais du programme d'éducation civique, mais également l'histoire, la géographie, le français et la philosophie. Il s'agit de préparer les jeunes à une réflexion globale sur la défense de la France et de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, les jeunes sont sensibilisés aux risques précis de guerre, mais également aux nouveaux risques majeurs, comme le terrorisme, l'approvisionnement en énergie, les catastrophes naturelles, les épidémies, ou l'atteinte à l'économie et au transport. Alors, ce parcours citoyen se poursuit de quelle manière? La deuxième étape de ce parcours obligatoire est le recensement citoyen ou militaire en mairie. Chaque habitant français de la Nouvelle-Calédonie doit se faire recenser auprès de sa mairie de résidence dans les 3 mois qui suivent son 16e anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est possible d'effectuer cette opération jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors, et le centre du service national, que fait-il? Le centre du service national organise des journées de défense et de citoyenneté qui étaient auparavant appelées journées d'appel de préparation à la défense. La participation à ces journées, c'est obligatoire. Pour chaque jeune recensé, l'attestation de participation délivrée à la fin de chaque journée est réclamée jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle permet de s'inscrire à des concours et à des examens publics, mais également au permis de conduire. Alors, cela concerne combien de jeunes par an? Chaque année, en Nouvelle-Calédonie, 4500 filles ou garçons doivent faire cette démarche de recensement et sont convoqués dans un des 19 sites prévus pour l'accueil de ces journées. Pour l'ensemble du territoire français, ce sont près de 760 000 jeunes qui sont concernés chaque année. Alors, ces journées existent depuis quand? La loi du 28 octobre 1997 qui porte réforme du service national a suspendu le service militaire qui durait 10 mois, c'est déjà bien, et pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978. Afin de mettre en place une défense plus efficace, plus moderne et moins coûteuse, selon les orientations du président de la République de l'époque, Jacques Chirac, c'est une armée de métiers qui se développe. Avec cette réforme, la journée d'appel de préparation à la défense est mise en place et depuis juillet 2010, la dénomination de journée de défense et de citoyenneté est adoptée. D'accord. Et le contenu, quel est le contenu de ces journées? Pour répondre à ta question, Élie, je vous propose de découvrir en images une de ces journées organisées sur la commune de Bourail. La JDC, c'est une obligation qui a été fixée par une loi de la République en 1997 pour permettre d'expliquer aux jeunes Français et aux jeunes Françaises comment nous nous défendons, de quelle façon la défense est organisée dans notre pays et à quoi correspond cette défense pour laquelle la nation consacre un budget important.
le public visé, ce sont tous les jeunes Français et tous les jeunes Françaises qui se sont fait recenser à l'âge de 16 ans. Et à partir du moment où ils ont été recensés à la mairie de leur domicile, nous pouvons les convoquer. Quand je dis nous, ce sont donc les organismes du service national, les centres du service national qui convoquent les jeunes Français, généralement à partir de 17 ans. Donc la JDC s'effectue avec des jeunes garçons et jeunes filles, la plupart du temps, qui sont encore mineurs. Tout d'abord, on y apprend un certain nombre de choses sur la défense et la sécurité. Il y a donc des animateurs militaires d'active et de réserve qui présentent 3 thèmes. Le premier thème le matin, c'est pourquoi nous devons nous défendre, contre quelles menaces nous devons nous défendre. Le deuxième thème, c'est comment nous sommes organisés pour nous défendre contre ces menaces, sur les questions d'organisation de la défense. Et le troisième thème l'après-midi porte sur les métiers militaires et civils de la défense et de la sécurité, c'est-à-dire que nous leur présentons à cette occasion les possibilités de s'engager dans les forces armées ou dans la gendarmerie. Il n'y a pas que cela, puisque ça c'est tout ce qui concerne la défense proprement dit, mais il y a aussi tout ce qui relève de la détection des jeunes dits en difficulté, puisque nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale qui nous permet de faire passer des tests auprès des jeunes pour détecter leurs difficultés de lecture ou de compréhension de la langue française. Et à partir de ces tests, nous avons immédiatement les résultats et nous pouvons donc orienter les jeunes détectés en difficulté vers des solutions de remédiation. Vos résultats resteront confidentiels. Ces évaluations sont faites dans l'intérêt de tous. Nous faisons appel à votre participation dans un véritable esprit citoyen. Il y a devant vous une chemise JAPD et une télécommande. La télécommande va vous permettre de répondre aux questions du test. Prenons un exemple. Un exemple, pour l'instant vous ne touchez à rien. La question, êtes-vous un garçon ou une fille? Vous allez utiliser votre télécommande et taper 1 si vous êtes un garçon ou 2 si vous êtes une fille. Attention, vous ne pouvez pas corriger votre réponse. Si vous avez fait une erreur, ce n'est pas grave. Concentrez-vous et continuez le test. Si vous n'avez pas eu le temps de répondre, préparez-vous pour la question suivante. Nous allons maintenant pouvoir commencer. Vous devez indiquer si les mots suivants existent ou non. Si le mot existe, tapez 1. S'il n'existe pas, tapez 2. À qui le Ciné-Club 2 rend-il hommage? Jean Gabin, Adrien Feuillebois, Henri Gallet, Julien Simon. Serrez-moi les doigts, cligne des yeux. Oh, oh. À l'aide, y a quelqu'un? Ok, reste. Y a quelqu'un? Allez, mon petit monsieur. Allô, les secours? Oui, le 18. Ici, c'est Véronique. Mon numéro de téléphone, c'est le 75 75 75. Je suis actuellement au lycée professionnel là, de Bourail. Je suis en présence d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est inconscient et qui respire, pour lequel j'ai mis en position latérale de sécurité. Je vérifie la respiration.
Parce qu'en fonction de s'il respire, je le mets en position latérale de sécurité. S'il ne respire pas, on va devoir commencer à faire un massage cardiaque. Donc mes consignes derrière sont différentes. Là, on va voir ce qu'il faut faire quand vous arrivez sur une personne qui est inconsciente mais qui ne respire pas. Défibrillateur, sur ceux-là, vous avez deux boutons, c'est semi-automatisé. Donc il y a le bouton vert on-off et il y a l'autre bouton pour délivrer le choc. Ceci est un appareil de démonstration. Aucun choc ne sera délivré. Après, vous allez devoir poser les électrodes sur la personne, donc vous allez devoir les poser directement sur la peau. Donc voilà, par exemple, même si c'est une femme, vous allez devoir retirer le soutien-gorge pour poser les électrodes sur la peau. Dénudez la poitrine de la victime. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas la victime. À l'issue de la journée, les jeunes qui ont donc été effectivement présents reçoivent un certificat individuel de participation qu'ils doivent conserver. L'original, ils doivent bien le conserver, ils ne doivent pas le perdre pour leur permettre de se présenter au concours. Ensuite, les jeunes qui ont été détectés en difficulté de lecture, on leur a proposé des solutions de remédiation. Par exemple, je pense au service militaire adapté Outre-mer. Il y a d'autres formules pour la métropole pour leur permettre de sortir de ces difficultés en la matière. Donc se respecter les uns les autres. On respecte qui? Déjà vous, depuis que vous êtes nés, vous respectez qui? J'espère pour vous. Vos parents. Vos parents, vos grands-parents. Vous parlez correctement, du moins je l'espère, à vos parents. Même si des fois on n'est pas tout le temps d'accord avec eux. Si vous êtes là, c'est grâce à eux et grâce à personne d'autre. C'est eux qui mettent de la nourriture dans votre assiette tous les jours. C'est eux qui payent une partie de vos études. Et pour ceux qui iront loin, je peux vous dire que les études, c'est un vrai sacrifice. On parie, ce sont vos parents qui parient sur vous pour votre avenir. L'idée principale, c'est que la JDC sert à diffuser l'esprit de défense. Et je dirais que malheureusement, les attentats meurtriers que nous avons connus en métropole montrent que les menaces peuvent être réelles, peuvent toucher notre pays directement. Et nous avons la possibilité par cette journée de bien faire comprendre à nos jeunes qu'il est important de devoir se défendre et qu'eux-mêmes, le moment venu, ils pourront s'engager dans cette défense s'ils le souhaitent. Par le biais d'engagement, de volontariat, de préparation militaire. Je pense que ça a servi à quelque chose parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas en politique ou même dans tous les dangers de la vie courante qui se passent ailleurs. Je ne savais rien de tout ça, je viens de les apprendre aujourd'hui. Ce qui est essentiel, c'est qu'ils doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Normalement, ils doivent le faire à partir de l'âge de 16 ans. Mais ils ont jusqu'à 25 ans pour pouvoir régulariser cette situation s'ils ne l'ont pas fait auprès de la mairie de leur domicile. Puisque nous ne pouvons convoquer que des jeunes effectivement recensés. Bien entendu, si certains se font recenser et n'ont pas pu être convoqués tout de suite, nous les relancerons et nous irons les chercher en quelque sorte. S'il y a eu une difficulté, par exemple par rapport au jour de leur convocation, ils avaient un empêchement, on pourra les reprendre. Mais l'essentiel, ce qu'il faut bien saisir, c'est le recensement aux mairies du domicile pour pouvoir être ensuite convoqué à la journée défense et citoyenneté. Alors Christophe, dans ce reportage, on parle de métiers civils et militaires de la défense et de la sécurité. Qu'en est-il? En fait, la défense offre des possibilités d'emploi pour tous. Quel que soit le niveau de formation, dès l'âge de 17 ans, garçons ou filles peuvent se faire recruter sur concours ou par candidature spontanée à titre civil ou militaire. Ce sont près de 40 emplois dans 4 grandes familles qui existent pour le combat, la sécurité, la logistique ou les télécommunications. Alors, si un jeune est intéressé par ces métiers, quelles sont les différentes formules? Le volontariat peut être envisagé comme une première expérience professionnelle. Il permet d'acquérir une expérience et donne l'opportunité à ceux qui le souhaitent de poursuivre par un engagement dans les réserves ou les armées. Les volontaires dans les armées participent aux missions que ces armées exécutent. Donc chacune des armées, la terre, la marine, l'air ou la gendarmerie peut être choisie. D'autres possibilités existent avec la Direction générale de l'armement, le service de santé ou le service des essences. Ces volontariats s'adressent aux garçons et filles de 18 à 25 ans et pour des contrats de 1 à 5 ans. Et qu'en est-il du volontariat civil?
Le volontariat civil s'exerce dans des domaines touchant la sécurité, la prévention, la cohésion sociale, la solidarité, le développement ou l'aide humanitaire. Ils sont consacrés à des missions d'intérêt général en France ou à l'étranger et concernent des garçons et des filles de 18 à 28 ans. Alors, le jeune peut également être recruté? Oui, avec un budget global de 3 750 milliards de francs CFP, donc soit 20 fois plus que le budget du pays, le ministère de la Défense est l'un des principaux recruteurs de l'État. Ils embauchent plus de 20 000 jeunes militaires ou civils chaque année. Le ministère offre des métiers qui correspondent à l'ensemble des missions dévolues à l'armée. En tout cas, c'est très impressionnant. Merci Christophe pour cette chronique. En effet, merci Élise, merci à tous. J'espère que cette chronique vous aura aidé à comprendre comment tout cela fonctionne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Ces citoyens consacrée cette fois-ci à la justice. Merci Christophe et on retrouve Chloé pour notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Élise, salut à tous. Alors la première sortie que je vous propose aujourd'hui s'intitule Good Kill. C'est un film réalisé par Andrew Niccol avec notamment Ethan Hawke, Bruce Greenwood et Zoé Kravitz. Good Kill, donc avec un titre pareil, j'ai l'impression que c'est pas aujourd'hui que tu vas nous emmener dans le monde des bisounours. Ça doit être un film assez... Effectivement, tu as raison avec Élise. des actions. Tout à fait. Alors ce film relate l'histoire d'un commandant de l'armée américaine qui est donc interprété par Ethan Hawke, qui ne combat plus sur le terrain mais par drone interposé à des milliers de kilomètres de ses obus, c'est-à-dire sur une base qui est située à Las Vegas. D'accord, donc un film sur l'armée américaine avec son utilisation des drones. Hein. Tout à fait. Quelque chose me dit que le réalisateur ne s'est pas fait des amis au sein de l'armée. Hein. Et effectivement, Élise, tu l'as bien compris, ce film dévoile provoque... un peu des choses. Tout à fait, il provoque la controverse. Une vague de protestations s'est soulevée d'ailleurs, mais le metteur en scène, Andrew Niccol, est resté calme et serein, et donc, il le dit d'ailleurs, si tous ceux qui avaient vu le film l'avaient adoré, eh ben, ça aurait été un échec pour lui, parce qu'en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est susciter des réactions, et puis des commentaires, et puis bien sûr, bousculer le spectateur, et non pas le caresser dans le sens du poil. Donc, en fait, effectivement, il relate une réalité qui dérange, et puis c'est bien pour ça que l'armée ne l'a pas soutenu dans son projet. Donc, de toute évidence, les militaires ne tiennent pas à se mobiliser pour un film qui ne les présente pas sous leur meilleur jour. C'est sûr qu'ils ne doivent pas être très contents, hein, mais bon, en même temps, je me fais l'avocat du diable. Hein. L'utilisation des drones par l'armée permet justement beaucoup d'avantages. Ouais. Hein. Justement, ils peuvent permettre des frappes très précises. Ils permettent aussi de protéger le soldat hein, qui est au sol et puis contre d'éventuelles embuscades par exemple. Exactement, Elise, tu as tout à fait raison. Mais la situation n'est pas réjouissante du tout. Hein. Même si les drones comportent certains avantages dont tu viens de parler, ils font en revanche courir le risque d'entretenir en fait une guerre sans fin, puisque du coup, ils réduisent considérablement le coût financier des conflits armés, et pire encore, ils facilitent l'entrée en guerre des États, puisqu'ils ne nécessitent plus forcément la présence militaire au sol, et par conséquent, ils diminuent également le coût humain. Et puis l'évaluation des dommages aussi, hein, comment savoir avec exactitude si des innocents n'ont pas été touchés par ces bombardements. Et puis il y a aussi cette déconnexion avec la réalité hein, que peuvent vivre justement ces pilotes de drones hein, qui sont en fait, comme tu le disais tout à l'heure, dans une base à des milliers de kilomètres de leur cible. Par exemple, à Las Vegas, dans ce film, ils sont bien au chaud, hein, je peux dire, dans leur cabine. Exactement, c'est tout à fait ça en fait, la mission du réalisateur pour Good Kill, c'était justement d'étudier la manière dont l'humanité est affectée par la technologie. Il aborde également dans son film le thème de la schizophrénie, puisque, comme tu le dis, effectivement, le héros, il prend une telle distance avec son ennemi qu'en fait, il ne prend plus aucun risque personnel. Et d'ailleurs, dans le film, tous ces pilotes de drones sont comparés à des gamers, comme si ils jouaient à des jeux vidéo, parce qu'ils sont plus connectés avec cette même réalité. Donc l'individu, c'est aussi quelque chose qui passionne le réalisateur Andrew Niccol, tout comme les systèmes qui cherchent à l'éradiquer. Et d'ailleurs, en évoquant le thème de la liberté, le film fait directement référence à 1984, le célèbre roman de George Orwell. Il pose la question suivante: qui définit ce qu'est la liberté, et la liberté pour qui surtout? Donc les gens visés par les drones ne sont absolument pas libres. Hein. Il y a beaucoup de ressemblances entre Big Brother, les télécrans qu'on retrouve donc dans le roman, et puis les drones de l'armée aussi. Alors les télécrans, ce sont, voilà, comme on voit à l'écran, sont des télévisions qui sont installées chez chacun des gens dans le roman pour en fait observer leurs faits et gestes pour mieux les contrôler. Voilà, donc
En plus, le personnage principal se retrouve progressivement en conflit avec le système, tout comme dans le roman 1984. Donc pas de héros américain dans ce film politique. Et non, effectivement, le thriller fait place à l'ambiguïté. Et puis, le personnage joué par Ethan Hawke a tout d'un anti-héros, effectivement. Donc, le réalisateur a réussi à s'imposer en prouvant que le thème des drones et l'utilisation qu'en fait le gouvernement est tout ce qu'il y a de plus ambigu. Et puis, là, je vous propose, sans plus attendre, plutôt que de regarder cette bande-annonce. Anytime of day or night, drones are in the sky above whatever godforsaken place we're at war with that day. Engage at your discretion. 3, 2, 1. Good kill. And war is now a first-person shooter. Half of you were recruited because you are a bunch of gamers. Light 'em up. Warheads on 4. So what'd you log? 6 tours, 200 combats before you got here? Is it so bad? You're still making people safer, right? Rifle when ready. This is the way. God damn it, what's that? Abort? Negative. I feel like a coward. Every day. I am a pilot, and I'm not flying. Combat? Mr. Fucking Combat? To us, it's just war. They live there! I'm okay! Voilà un film très intéressant à ne pas hésiter à aller voir. Très bien, on poursuit maintenant avec une comédie, Chloé. Oui, alors on va rire un petit peu cette fois-ci, ça va nous faire du bien. Donc c'est une comédie française qui s'intitule Entre amis, qui a été réalisée donc par Olivier Barou, avec donc Daniel Auteuil, Gérard Jugnot, François Berléand, Zabou Bretman, Isabelle Gélinas et Mélanie Douté. Ouais, une belle brochette de comédiens français. Et en effet, de grands acteurs pour incarner donc ces couples, ces amis de longue date, qui se retrouvent le temps d'une croisière direction la Corse, une croisière qui leur réserve bien des surprises. Donc à l'origine, la trame d'Entre amis a été imaginée par un producteur de la société Pathé qui s'appelle Richard Grandpierre et qui avait donc pour idée de raconter une histoire d'amitié et de confronter les personnages à un certain danger, donc en l'occurrence une tempête qu'ils traversent le temps d'une croisière où chacun est donc amené à faire un point sur sa vie. Il a donc commencé par écrire un scénario, il a même été question qu'il réalise le film, mais il a finalement préféré laisser la main à Olivier Barou parce qu'il ne se sentait pas vraiment capable de filmer en fait des scènes aussi ambitieuses que celles où le bateau traverse la tempête. Donc c'est Olivier Barou qui a très vite accepté de mettre en scène le scénario parce qu'il gardait un bon souvenir de certaines croisières qu'il avait pu faire, notamment avec son ami et compagnon de scène Kad Merad qu'on va voir aussi à l'écran. Et c'est justement le thème de la nostalgie qui a beaucoup attiré le réalisateur, en plus de filmer bien sûr une tempête épique. Donc aujourd'hui effectivement il a 51 ans, c'est un âge où on commence à évoquer ses souvenirs. Et il a aussi des amis de longue date. Et puis donc il voulait aborder l'idée du temps qui passe et puis la raison ou la façon dont on reste amis malgré ce temps qui passe justement. Donc pour lui c'était aussi passionnant d'imaginer ce groupe de potes, voir comment ils réagiraient si l'un d'entre eux, Daniel Auteuil en l'occurrence dans le film, divorçait et leur présentait donc sa nouvelle femme qui est donc beaucoup plus jeune que lui, qui est incarnée par Mélanie Douté à l'écran. Et puis de voir un peu comment ses amis accepteraient l'intruse. Ah bah oui, une très belle femme. Oui. Donc ce film est un film sur l'amitié et sa Voilà. résistance au temps, si je t'écoute bien. Donc le film doit laisser place à des scènes, on va dire, sûrement très drôles. Donc j'ai hâte de voir comment est-ce que le tournage s'est passé. Ils ont tourné des scènes en extérieur, en mer? Oui, voilà, alors tout à fait. Ils ont tourné des scènes en extérieur donc au début du film où les personnages embarquent et où leur bateau donc part en mer. Là, ça a été filmé dans le port de Marseille, mais il y a eu aussi des scènes en intérieur. Par exemple, les scènes où ils naviguent dans la tempête, elles ont été tournées dans le studio de Luc Besson en métropole. Et donc, ça n'a pas été vraiment une partie de plaisir pour les acteurs, puisque en fait, ils se sont vus asperger pendant plusieurs semaines de plusieurs milliers de litres d'eau. Une eau qui était à 12 degrés apparemment, puisque c'était l'eau des pompiers en fait. Ah, d'accord. Voilà, donc l'un des gros enjeux aussi pour le directeur de la photographie, qui s'appelle Régis Blondeau, ça a été de s'assurer que la lumière en fait soit parfaitement raccord
pour une même scène justement qui a été oui, tournée dehors. à la fois en mer et en studio, comme ça a été le cas pour la scène du dîner qu'on va voir tout de suite, mais le mieux c'est qu'on regarde. Allez, on prend la mer entre amis. Les amis, je vous présente notre bateau, le Scolapasta. Waouh, waouh, c'est beau. Hein. Oh bah dis, t'as le sens de l'accueil, toi. Tu es beau sur un bateau. C'est drôle, je pensais pas revoir mon pote avec une autre femme. Je suis sûre qu'elle va nous faire chier. Tu la connais pas? C'est une conne. T'es bien installé? Ouais, magnifique. T'es sûr que c'est le bon moment pour arrêter de fumer, oui? Fais-moi confiance, je gère. Pas de problème. Et elle a quel âge, Daphné? Elle a 34 ans. Ah oui. Mon premier c'était un vieux, il avait 20 ans de plus que moi. Bah, comment est Richard, tiens? Ah non, pas si vieux. Regarde, on a le maillot. Oh, c'est drôle. On est copines de maillot, ouais. Gilet de sauvetage, très important. Et surtout en cas de pépin. Quel pépin? Tu l'as testé avant de partir? Un bateau, c'est comme un ami, tu sais tout de suite si tu peux compter sur lui. Tu fais vite, hein, parce que je suis crevée, là. L'iode, le sel, le vent, je sais pas, ça doit être aphrodisiaque sur moi. Gilles aussi, on n'a pas arrêté. Non. Je te jure, toute la nuit. Barre de cette croisière de merde. Il faut toujours quelques jours pour s'acclimater. Y'a un truc qui vient de me frôler les jambes. Mais ce matin, ça devrait aller mieux. T'as déjà navigué avec ce qui nous arrive, là? C'est rien, c'est juste un petit grain. Vous avez peur parce que vous êtes vieux. Trois vieilles bites molles. En tout cas, je suis très contente d'être là. D'être avec vous, de faire partie du groupe. Vous me faites tous chier. On dira ce que tu voudras, mais toi, quand on organise des vacances, je chipote pas sur les activités, hein. Merci d'être là avec moi, je vous aime. Ça, je les aime, mais ils sont chiants parfois. La vache. Voilà, donc une comédie entre amis d'ailleurs, hein, à aller voir, hein, ça a l'air très sympa. Allez Clément, Chloé, pardon, on finit donc comme d'habitude avec les autres salles du territoire. Oui, alors cette semaine à la fois, 2 films sont à l'affiche. Retrouvez donc Le Dernier Loup, le film franco-chinois de Jean-Jacques Hano. Une séance est donc prévue aujourd'hui à 17h30 et une autre ce samedi à 17h30 également. Et puis le deuxième film à l'affiche, c'est le dernier volet de Fast and Furious, le 7, réalisé par James Wan avec Vin Diesel et le regretté Paul Walker. Une séance demain, jeudi 7 à 17h30 et une autre ce samedi à 19h30. Et du côté du Bourail, qu'est-ce qui se passe? Alors du côté de Bourail, 2 films également sont à l'affiche. Pour les tout petits à partir de 6 ans, le cinéma de Bourail vous propose Clochette et la créature légendaire, un film d'animation américain de la série Disney, réalisé par Steve Lauter. Une séance est prévue donc aujourd'hui à 17h30 et une autre ce vendredi 8 mai à 18h30. Pour ce qui est du deuxième film à l'affiche, c'est le film Diversion, réalisé par Glenn Ficarra et John Reca avec Will Smith et Margot Robbie. Donc la relation entre un arnaqueur professionnel et une apprentie criminelle vient perturber les affaires de chacun quand ils se recroisent quelques années après leur première rencontre. Voilà, donc une séance demain, jeudi 7 mai à 18h30 et une autre ce samedi, le samedi 9 mai à 18h30 également. Voilà, merci Chloé, et puis on te retrouve la semaine prochaine pour les sorties cinéma à venir. Avec plaisir Élise, merci à tous, à la semaine prochaine. Quant à nous, je vous propose de retrouver Mara pour notre rubrique La science et nous. Salut Mara. Salut Élise, salut à tous. Les scientifiques du monde entier cherchent depuis des années le moyen pour rendre la vue aux aveugles. Alors sur ce plateau, on a eu l'occasion d'aborder diverses techniques de reconstitution de la vision, en passant par les cellules souches, en passant par des prothèses rétiniennes, ou encore des méthodes alternatives qui mettent à contribution les autres sens intacts du patient. Oui, je me rappelle, il y avait cette histoire-là de transformer les images en signaux sonores ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est... Oui, voilà, c'est un exemple de substitution sensorielle parmi d'autres. Alors celui-là, c'est un chercheur d'une université britannique qui avait mis au point donc ce système qu'il a baptisé Voice et qui convertit en fait les images prises par une caméra en paysages sonores entre guillemets qui sont ensuite transmis à l'utilisateur via un casque et ensuite le cerveau reconstitue naturellement une image entre guillemets à partir de ce signal sonore. Voilà, ce qui est bien, c'est que le cerveau est capable de transformer le son en image, donc ça doit être une faculté qui est le plus développée chez les personnes atteintes de cécité, justement. Ah, certainement, oui. Et plus récemment, il y a, donc, toujours dans le principe de substitution sensorielle, il y a une équipe d'étudiants palestiniens qui vient de créer la canne blanche du futur.
La canne blanche du futur, c'est une canne à ultrasons ou quelque chose comme ça? Bonjour. Alors ça va plus loin que ça encore. En D'accord. fait, la canne à ultrasons, elle existe déjà, hein, pour tout dire. Quand elle détecte un obstacle, elle transmet un signal vibrant à l'utilisateur. Mais le problème, c'est que la personne doit être constamment en train de balayer, hein, pour détecter les obstacles. Et là, ce que ces étudiants ont inventé, c'est un gilet donc, qui détecte non seulement les objets qui se trouvent devant la personne, mais également sur ses côté, et sans compter qu'en plus l'utilisateur a les mains libres puisqu'il n'a pas à porter une quelconque canne. Donc ça a l'air plutôt malin hein, comme système. Alors comment ça marche? Alors le dispositif est appelé SABS pour Smart Assist System for Blind People. Donc assistance intelligente pour personnes aveugles en VF. Exactement. Donc en fait c'est truffé de capteurs de haute technologie et ça fonctionne grâce à un système de vibration et de contrôle vocal qui indique aux utilisateurs les obstacles à proximité. On regarde ça, une veste pour aider les aveugles à se déplacer. C'est parti. Une veste intelligente qui voit, qui détecte ce qui l'entoure. C'est ce qu'ont mis au point des étudiants de l'université de Hébron en Palestine. Il s'agit donc d'une veste équipée d'un nouveau type de capteur qui va dans un premier temps détecter les obstacles. Ensuite, par le biais de vibrations et de commandes vocales, elle va prévenir la personne qui la porte des obstacles et lui indiquer le meilleur parcours à prendre. C'est peut-être une alternative à la canne blanche que nous voyons souvent dans notre vie quotidienne. En plus, cela vous signale où sont les obstacles, sur votre droite, votre gauche ou devant. C'est vraiment génial. Au travers d'écouteurs, l'utilisateur reçoit donc aussi les commandes vocales dictées par la veste. Et en cas de problème de batterie, une alarme se fera entendre et la veste et ses capteurs basculeront en mode autonomie d'énergie. Avec des moyens financiers extrêmement réduits, les étudiants ont pu dessiner et réaliser ce projet. Un projet qui nécessite encore des développements avec des soutiens moraux et financiers, en espérant recevoir l'aide d'institutions et de sponsors potentiels. De fait, les étudiants qui ont travaillé en collaboration avec le Croissant Rouge sont à la recherche de sponsors pour aller au-delà d'un simple prototype. Voilà, effectivement, très malin comme idée. J'espère qu'il y aura du soutien pour aider ce projet à se développer. Oui, alors je tiens quand même juste à signaler qu'au cours de mes recherches, je suis tombée sur quelque chose qui m'a un petit peu chiffonné, on va dire. C'est que donc l'année dernière, des lycéens du lycée de Quimper, donc en Bretagne, avaient présenté un concours scientifique donc pour lycéens, une veste similaire vraiment dans le principe de fonctionnement. Donc ils avaient déjà eu cette idée. Donc c'était moins abouti, mais dans l'idée, voilà. Donc il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Après, qui a eu l'idée en premier, ça, je ne sais pas. Bref, on passe à autre chose, l'ostéo-odonto-kératoprothèse. Tu connais? Ouh là là, c'est quoi encore ce terme, quoi? L'ostéo-tendo, quoi? L'ostéo-odonto-kératoprothèse, c'est le nom d'une intervention chirurgicale, rare et complexe, qui est destinée en fait aux patients qui souffrent de cécité ou de malvoyance et qui consiste à reconstruire la cornée à partir d'une dent. En fait, c'est pratiqué quand la transplantation de greffons humains a échoué. D'accord, mais en quoi ça consiste? Qu'est-ce que la dent vient faire là-dedans? Alors en fait, le médecin utilise la dent du patient pour constituer une prothèse munie de plexiglas qui servira de lentille. Le but, c'est de permettre à la lumière d'atteindre la rétine dans le fond de l'œil. En fait, la dent ne sert que de support. C'est comme si on mettait un petit objectif dans l'œil du patient, si ce n'est que cet objectif est fixé dans le bloc ostéodentaire. Mais pourquoi installer cet objectif dans la dent du patient? Eh bien, en fait, c'est à force de constater que tous les matériaux synthétiques utilisés dans l'œil sont invariablement expulsés. En fait, cette technique, elle date des années 60 tout de même, et tout son génie, c'est de concevoir une prothèse faite avec un matériau biologique. Il contient également le ligament alvéolo-dentaire qui maintient la dent
dans l'os. Et c'est ce ligament qui va empêcher aussi l'expulsion par l'œil du morceau de dent. Un peu surprenant, mais bon, ça marche alors ça Eh bien oui. fonctionne. Pour l'instant, il y a des bons résultats, pour autant que la rétine et le nerf optique soient encore fonctionnels chez le patient, bien entendu. L'opération a été pratiquée, par exemple, au CHU de Marseille sur 3 patients, et 2 d'entre eux sont passés de la seule perception de la lumière à une acuité visuelle de 1/10. Donc c'est quand même, on va dire, un beau progrès. Hein. Ces personnes, on va dire, elles étaient presque aveugles avant l'intervention. Donc Oui, tu tout à fait. parles également aujourd'hui d'un autre progrès de la science en matière de malvoyance pour la suite, donc par rapport à la réalité augmentée. Et oui, en effet. Donc cette fois-ci, c'est une équipe de l'université d'Oxford qui travaille sur un dispositif non invasif, une simple paire de lunettes qui permettrait d'exploiter les résidus visuels des personnes presque aveugles, pour la détection des formes et des obstacles proches. Alors, c'est quoi le principe du fonctionnement? Eh bien, en fait, les lunettes sont équipées de 2 caméras. Un écran projette des silhouettes lumineuses sur l'intérieur des verres de la personne. Et un petit ordinateur est chargé de traiter l'image entre les deux. Et ce traitement simule la profondeur et la distance des objets pour la personne malvoyante. On regarde ça, des lunettes intelligentes au secours des malvoyants. C'est parti. Le rendu a beau avoir des airs de dessin animé, il pourrait changer la vie de nombreux malvoyants. Ces images sont celles perçues à travers ces toutes nouvelles lunettes intelligentes mises au point par l'équipe de recherche de Stephen Hicks à l'université d'Oxford. Leurs caméras donnent à voir une réalité augmentée, y compris à certains patients quasi aveugles, en améliorant leur perception de la profondeur. Nous travaillons sur les lunettes intelligentes depuis 3 ans à Oxford pour améliorer ce qu'il reste de vue aux patients qui deviennent aveugles. En combinant des caméras et un écran transparent, nous renforçons la perception des objets proches pour mieux les éviter et les reconnaître. Sur les lunettes, des caméras détectent la structure et la position en 3D des objets proches. Ces informations sont transmises à un logiciel qui efface le fond pour faire ressortir l'environnement immédiat. Nous transformons l'image en dessin à fort contraste que nous projetons sur les verres transparents des lunettes. Cette image augmentée que vous voyez ici se superpose à ce que voit le patient et lui permet d'utiliser ce qui lui reste de vue pour mieux voir. En Europe, on recense environ 30 millions d'aveugles et de malvoyants. Cette technologie pourrait s'avérer libératrice pour ceux dont ce sens n'est pas totalement perdu. Ces lunettes ne remplacent pas la vue perdue, mais aident à se repérer dans l'espace. Quiconque les utilise profite au maximum de ses capacités visuelles restantes grâce à la superposition de la réalité augmentée. Lunettes, logiciels et ordinateurs représentent un investissement moyen de 500 €. Bon, c'est vrai, c'est, on va dire, il donne un peu d'autonomie à la personne, mais bon, il n'y a pas de miracle. Ils sont toujours, on va dire, ils ne retrouvent totalement pas la vue. Non, t'as raison, mais bon, c'est déjà une grande aide. Voilà. Mais tu parles de miracle, et justement, j'avais envie de terminer ma chronique sur un miracle également. Peut-être en avez-vous entendu parler, donc c'est l'histoire d'une néo-zélandaise aveugle qui a retrouvé la vue après s'être cogné la tête sur sa table basse. Ah, comme quoi, un coup sur la tête, ça peut faire du bien. Oui. Non, je plaisante. mais bon. N'allez pas vous faire du mal, tout de même, C'est ça. attention. En fait, cette femme, Lisa Reid, elle était aveugle depuis l'âge de 11 ans à cause d'une tumeur qui appuyait sur son nerf optique. Et un soir, 13 ans plus tard, elle s'est tapé la tête violemment contre la table basse, en fait, en embrassant son chien guide. Et puis, elle est allée se coucher. Et en se réveillant le lendemain matin, Non, sa vision est revenue. et oui, Miracle. une partie de sa vision en tout cas. Ouais. Ça fait 14 ans aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, les faits sont là. Cette femme voit à nouveau. Bon, on peut dire qu'elle a eu de la chance et puis j'imagine même pas son étonnement et sa joie de voir à son réveil de la lumière. Voilà, merci pour cette belle histoire qui finit avec cette chronique. Merci et puis on te retrouve la semaine prochaine. Merci à toi Élise, merci à tous, bonne semaine. Donc on retrouve Camille Monnier pour notre rubrique Grandeur Nature. Bonjour Camille, alors tu nous parles du béton de terre, alors qu'est-ce que c'est ?
Bonjour Élise, bonjour à tous. Effectivement, vous parlez du béton de terre, mais pour mieux comprendre qu'est-ce que le béton de terre, eh bien, on va parler tout simplement du béton tout court. Alors le béton tout court, eh bien, en fait, c'est un assemblage de matériaux de nature minérale. Alors tout d'abord, comment on constitue le béton, oui, En fait, le béton, il y a trois produits indispensables. Donc c'est d'abord les granulats. Les granulats, qu'est-ce que c'est? C'est des gravillons, du sable. Il y a les liants qui permettent de le coller, le liant. Donc c'est les ciments, ça peut être de l'argile ou du bitume. Et puis après, on ajoute des adjuvants qui vont être des produits qui vont bien modifier la propriété physique et chimique du mélange. Donc comment on fait? On mélange tout ça. Une fois que tout ça est mélangé, on rajoute de l'eau. Une fois que l'eau est bien mélangée, on obtient une pâte. Cette pâte, eh bien, on la coule et on la laisse sécher. Et bim, ça fait du ciment, ça fait une dalle. Donc, si vous ne saviez pas quoi faire ce week-end, je vous ai donné des petites idées. Je vais pouvoir construire ma petite maison. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le béton-ciment? Alors, le béton-ciment, tu fais bien de le préciser. Le béton-ciment, c'est quand on ajoute à la recette que je viens de donner uniquement du ciment. Donc, c'est très important de citer ce béton-ciment parce que c'est ce produit, ce mélange qui, chaque seconde dans le monde, est coulé de manière très importante. Il y a environ 190 mètres cubes de béton qui sont coulés dans le monde chaque seconde, ce qui fait 6 milliards de mètres cubes par an. Et donc, ce qui fait que ce matériau, c'est le matériau manufacturé le plus utilisé dans le monde. Et c'est le deuxième matériau naturel le plus utilisé par l'homme après l'eau, 1 mètre cube par an et par habitant. Mais qu'est-ce que ce dernier, est-ce que ce dernier est bon plutôt pour l'environnement? Eh bien, pas vraiment, on dira plus qu'il est plus néfaste. D'accord, et pourtant ce dernier, justement, est fait avec des matériaux naturels, recyclables. En plus, il est facile à fabriquer, nécessite, il nécessite peu d'entretien, résiste au feu et puis dure très longtemps. Donc, Tout ce que tu dis, c'est très vrai. Mais en fait, quand on dit qu'il est un peu néfaste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la consommation d'énergie qui, pour fabriquer le béton qui entraîne sa pollution. Par exemple, il faut savoir qu'environ 80% des émissions de CO2 d'un bâtiment proviennent exactement de l'exploitation de ce bâtiment tout le long de sa vie. Donc, la fabrication même du béton va produire va polluer dans le sens où ça va consommer énormément d'énergie quand on va devoir le transporter ou encore sa confection. Donc figure-toi que pour la production d'une tonne de ciment, ça entraîne environ 0,35 tonnes de CO2 rien que pour la calcination des matières premières. Donc la fabrication du ciment est à l'origine de 7 à 8% des émissions totales de CO2 à l'échelle du globe. Voilà, donc ce n'est pas négligeable. Mais malgré tout, il a, d'après ce que tu as dit précédemment, il a le monopole quasi, on va dire monopole, par rapport à tous les matériaux de construction, bois, acier, etc. Effectivement, mais aujourd'hui, on va plus réfléchir à faire des maisons écologiques, on va dire. On va, notamment pour des maisons individuelles, mais aussi pour des bâtiments publics, on va réfléchir à utiliser des matériaux plus respectueux de l'environnement et un peu moins le béton. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler des constructions qui utilisent des matériaux soucieux de l'environnement? Eh bien, on appelle ça des maisons écologiques et ce sont des maisons par exemple avec des ossatures en bois. Et puis il y a d'autres maisons, par exemple en Alsace, j'ai trouvé ça très amusant, ils font ça avec des matériaux recyclés en carton. C'est une maison qui est très très solide. Et donc voilà, ce sont des maisons à basse consommation, on appelle ça des maisons, des éco-habitats. C'est un peu comme la maison, la mairie de Yengen, c'est ça? Exactement, la mairie de Yengen qui a été bien construite avec du bois local et avec des façades en béton matricé et justement ces façades rappellent justement les roches de l'Indéralique qui sont bien connues dans la région. Donc au niveau du bois, il faut savoir que la mairie a fait appel en fait à une scierie locale et cette scierie en fait elle a modifié un peu sa manière de traiter le bois. Aujourd'hui elle travaille des produits qui sont justement respectueux de l'environnement, donc bon point. Et donc c'est donc un projet c'est innovant pour la Nouvelle-Calédonie et c'est un projet aussi d'une démarche
HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale. D'accord. Et c'est une première dans le pays de voir des constructions pareilles pour des bâtiments publics. Donc il faut savoir aussi qu'à l'exception du local des archives par exemple ou du local informatique, eh bien, les climatiseurs ont été bannis dans cette mairie. Et alors comment on fait? Parce que à cette période, des fois dans l'année on a très très chaud, mais bien justement eh bien, le confort hydrothermique, j'ai envie de dire, et donc est aménagé par rapport à l'isolation, à la protection solaire, à la ventilation naturelle. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu des briques de terre qui ont compressé, qui ont été montées, qui ont permis de construire cette mairie. Et pour la petite histoire, il y a 8000 briques qui ont été fabriquées par les artisans à Waiaget. Donc Waiaget, c'est la tribu qui se situe au plus haut zone, dans la chaîne entre Yengen et Kalagomen. Donc voilà, et pour encore montrer ce bâtiment de haute qualité environnementale, il faut savoir qu'il y a une cuve de 18 000 litres qui stocke l'eau de pluie. Cette eau de pluie va servir bien notamment dans les sanitaires et aussi pour l'arrosage de la cour. Donc voilà, si vous allez du côté de Yengen, n'hésitez pas à aller admirer justement cette mairie de la commune qui a une vraie, on va dire, une architecture atypique. Puis en plus, elle respecte l'environnement. Que demander de plus? Mais j'ai entendu dire qu'il y a un nouveau collège du côté de Payamboué, sur Payamboué, donc à Koni, qui est en cours de construction. Est-ce que justement, et que pour ce faire, ils utilisent du béton en terre? Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien justement, le béton de terre, c'est quand on disait que le béton a besoin de liant, donc le ciment, et bien là on utilise de la terre, de l'argile, et c'est un des bétons le plus ancien fabriqué en fait. Donc le mieux en fait c'est qu'on aille voir de plus près justement comment ça se passe cette construction de ce magnifique collège. Regardez. Nous sommes sur le site du chantier du collège de Payamboué. Le chantier a commencé en début d'année et nous prévoyons une livraison pour la rentrée de 2016. Sur ce chantier, on est allé encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre en œuvre une technique nouvelle de construction qui est le béton de terre. Donc c'est le mur, c'est la façade que vous voyez derrière moi. C'est un mur qui est complètement écologique et donc qui répond parfaitement aux prescriptions de la démarche HQE. Puisqu'on a un mur qui est constitué quasiment exclusivement de terre locale qui est extraite dans un périmètre proche de notre chantier et qui est mis en œuvre sur ce bâtiment. Il faut savoir que la terre est un matériau particulièrement intéressant parce que d'abord, elle nous apporte un confort thermique, une inertie thermique extraordinaire et ensuite, on a une mise en œuvre qui se fait de manière très très simple. Voilà, avec en plus l'intérêt effectivement d'avoir un matériau qui est extrait sur place et qui est mis en œuvre localement également. Donc on a voulu aller un petit peu plus loin que ce que nous demande simplement la démarche HQE pour la réalisation de ce bâtiment. Ce béton de terre, il a été prévu dans le marché lors de l'appel d'offres. Donc après, on l'a intégré directement dans nos études en relation avec le même bureau d'études qui réalise le béton de terre pour être sûr qu'il y ait bien une coordination entre les deux matériaux et qu'il y ait une stabilité dans le temps. Voici le matériau qu'on met en œuvre pour ce genre de façade. Donc c'est de la terre, ni plus ni moins, avec une granulométrie déterminée de l'ordre de 0,20. Donc voilà, vous pouvez regarder, il y a pas mal d'argile dedans, ainsi que du sable et des graviers. Donc on utilise ça, que l'on met en œuvre sur ce plateau, avec lequel on mélange à l'aide de cette mini chargeuse, où on met un faible pourcentage de ciment. On est en train d'humidifier avec un jet d'eau à la teneur en eau voulue pour la mettre en œuvre dans les coffrages pour construire les murs.
Le fait d'utiliser le béton de terre plutôt que du béton classique, ça nous permet de sortir des contraintes de livraison, de variation des coûts des matériaux et avec les problèmes de livraison depuis Nouméa. Le béton de terre est plus cher que le béton armé traditionnel, non pas par son matériau en lui-même, mais par rapport à sa mise en œuvre. Donc il n'y a pas aujourd'hui de procédé qui permet de le mettre en œuvre avec les grues comme on fait pour le béton de terre, comme vous pouvez le voir derrière nous. On le met encore traditionnellement avec une nacelle et puis avec les pelles qu'on vient de piser directement dans du manu portable sur une hauteur de 60 cm. C'est pas mal là, hein? C'est parti alors. Donc maintenant on va les mettre en œuvre directement entre les coffrages. Donc en fait, une fois le mélange préparé, on le déverse dans la nacelle, car on construit des murs qui mesurent 8 mètres. Et on déverse le mélange dans la nacelle à l'aide du bobcat. Ensuite, la nacelle monte. Donc voilà, une fois la terre arrivée, on pelte entre les coffrages. Donc une fois le mélange déposé dans un coffrage, on verse environ 20 cm qui ensuite est compacté à l'aide de cette dameuse pneumatique. Donc voilà, vous avez le mur qui est en train d'être construit avec la mise en œuvre où le matériau va être compacté. Une fois compacté, une fois séché, ça va vous donner exactement la même chose que ça, ce matériau-là, qui est du pisé stabilisé dénommé béton de terre. Donc vous pouvez bien voir les différentes strates compactées. Donc en fait, on met de la terre, on compacte, on remet une couche de terre, on compacte et ainsi de suite. Et ça, c'est les prochaines branches que l'on a construites aujourd'hui. En fait, c'est le mur que l'on a construit hier, qu'on a décoffré ce matin. Et on continue depuis ce matin à partir de cette hauteur-là et on va faire le maximum de ce qu'on peut aujourd'hui. Le premier problème technique que nous avons rencontré, c'est pour la réalisation du béton de terre. Donc c'était d'assurer sa stabilité par rapport au béton armé. Donc nous avons dû modifier quelque peu les plans architectes, donc tout avec sa validation pour assurer aussi bien sa stabilité que la fonctionnalité des ouvrages, des locaux. Le fait d'utiliser le béton de terre et d'avoir cette architecture, comment dire, très polie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle vient se poser en respectant au maximum le terrain, c'est pour nous un gage de bonne implantation et de respect de l'environnement. Hein, on voit d'ailleurs très bien que la couleur du béton de terre se marie parfaitement avec l'environnement et tout à fait intégrée avec la couleur des bâtiments. On aura une architecture très différente sur le collège qui sera plutôt une architecture très moderne, métallique. Voilà. Mais ce n'est pas parce que deux architectures sont différentes qu'elles ne cohabitent pas forcément bien. Nous, on a voulu jouer la carte de l'intégration avec l'utilisation de ce béton de terre et surtout l'implantation de ce bâtiment en respectant le plus possible le terrain naturel. La question de la pérennité de ce matériau, elle est fondamentale. Alors, à ce titre, nous avons mené deux types de vérification et de validation. Donc, vous voyez derrière, le matériau, c'est ça. C'est de la simple terre, mais qui est calibrée, qui est testée, pour avoir la granulométrie qui convient à sa mise en œuvre. Parallèlement à ça, nous menons toute une batterie d'examens et de validations avec le Centre scientifique des techniques du bâtiment qui se trouve en région parisienne pour valider ce produit dans le cadre de ce qu'on appelle un ATEX, voilà, qui est un avis technique expérimental. C'est une batterie d'examens et de tests qui ont été faits sur le produit et pour qu'il soit validé dans le cadre des missions de contrôle technique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre en œuvre un produit nouveau
il faut aussi le tester, le valider et lui amener toutes les garanties. Le fait d'avoir cet ATEX nous permettra d'avoir notamment toutes les garanties et la plus importante, la garantie décennale. Voilà, donc super intéressant. Et puis, on va dire comme procédé, c'est vraiment... on va dire que c'est intéressant pour ceux qui veulent construire leur future maison. Ça se fond très bien dans le paysage de Koné. C'est clair. Alors, donc, Camille, revenons à nos moutons. Donc, bientôt un nouveau collège. Exactement. Donc, le chantier a débuté en 2014 et le bâtiment devrait être livré en 2016. Il sera en béton-terre. Enfin, tout le collège sera en béton-terre. En fait, il va y avoir uniquement 3 bâtiments qui vont être construits avec du béton de terre. Après, il va y avoir des façades avec du bois, mais là, pour harmoniser le bâtiment, ce bois va être peint de la même couleur que le béton. D'accord. Alors, autres projets, justement, sont prévus avec ce procédé? Exactement. Alors, un autre projet, mais cette fois-ci d'habitat individuel, qui devrait se faire sur les terres du GDPL de Baco et qui pourrait donc se faire, mais une fois la livraison du collège, une fois que ce collège sera livré, donc en 2016. Alors, concernant le béton, est-ce que tu as 2 ou 3 infos à nous donner en plus? Mais bien sûr, j'ai toujours plein d'infos à donner. Donc, petite information, il y a une société franco-italienne qui a mis au point en fait un ciment nouvelle génération. Je m'explique, c'est un ciment qui est censé réduire la pollution atmosphérique. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, c'est un nouveau ciment qui contient en fait cette fois-ci du dioxyde de titane et sous l'effet des rayons de soleil, eh bien, des particules vont se mélanger au ciment et vont dégrader les oxydes d'azote qui émanent des voitures. C'est fou. C'est intéressant. Voilà. En tout cas, on va dire que nous n'arrêtons pas le progrès. Et puis, concernant le réchauffement climatique, on va dire qu'on est en bonne voie. Merci Camille, et puis on te retrouve la semaine prochaine. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.